Des dizaines de membres du mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC étaient dans les rues de Kinshasa ce week-end pour protester contre ce qu'ils qualifient d'une présence inutile de l'ONU sur leur territoire. À l'origine de leur indignation, l'intensification des tueries et des massacres dans l'est de la RDC, au nez et à la barbe des forces de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, pourtant présentes depuis plus de 20 ans. Les manifestants ont défilé dans les rues de Kinshasa avant de chuter devant le quartier général de la MONUSCO. Ils y ont déposé un mémorandum dans lequel ils énumèrent tous les échecs de la mission et exigent son départ sans condition. Pour eux, les Nations Unies devraient intervenir militairement pour éliminer les différents groupes armés dans l'est de la RDC au lieu d'être de simples observateurs. Justement, la MONUSCO est venue pour épauler le gouvernement qui n'arrivait pas à sécuriser le pays. La mission primordiale de la MONUSCO était la sécurisation du pays. Mais comment? Et les FARDC, et la MONUSCO, il n'y a toujours rien. Il y a la guerre là-bas, il y a toujours des tueries là-bas. Qu'est-ce nous dire? Qu'est-ce que la MONUSCO va nous dire? Il a failli à sa mission. Ces 20 ans-là est évalué à zéro. Qu'ils partent. Ils ont peur d'aller là où l'Ebola se trouve. C'est pourquoi on demande la sécurité. Et la MONUSCO est sur base de l'insécurité à l'Est. On a doté la MONUSCO des drones. Où sont partis les drones? Jusqu'à aujourd'hui, quand on demande les drones de surveillance, on ne voit pas ces drones-là. Aujourd'hui, on a donné la MONUSCO, la brigade d'intervention rapide. Cette brigade fait quoi? C'est parce que le peuple a demandé qu'il y ait intervention directement sur terrain. On ne veut pas les observations. Non. Et s'ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils puissent partir en loup. Les préoccupations de ce mouvement sont en partie partagées par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui est plutôt pour un maintien des troupes onusiennes en RDC, a du haut de la tribune des Nations Unies demandé une requalification du rôle des casques bleus. Membres du bureau de la Commission béninoise des droits de l'homme et autres experts des questions liées à la thématique sont ainsi réunis pour la deuxième session ordinaire de l'Institution de défense des droits humains. Au menu, le bilan des 9 mois d'exercice, des formations sur l'atteinte des objectifs de développement durable, entre autres. Les institutions nationales des droits de l'homme ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Le PNUD est à nos côtés pour nous donner les éléments nécessaires pour mieux accomplir notre mandat de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous allons également faire le point de 9 mois de gestion et de traitement des plaintes que nous avions reçues des populations. Le programme des Nations Unies pour le développement est le principal partenaire de la Commission béninoise des droits de l'homme sur ce volet. Dès la création de la commission, le PNUD était là et continue donc ce travail, en l'occurrence aujourd'hui, en proposant donc le renforcement des capacités de la Commission en matière d'appropriation des objectifs de développement durable et de leurs cibles qui se focalisent sur l'amélioration de tout un chacun aux droits fondamentaux de l'homme, que ce soit en matière de justice, que ce soit en matière d'accès à l'eau ou à l'éducation, bref, tout le contenu des ODD. On peut dire que c'est constitué principalement de la recherche, de la réalisation des droits humains pour tous. Jusqu'à présent, la CBDH a fonctionné sur fonds propres, mais le gouvernement, en adoptant le projet de budget 2020, le 25 septembre, a prévu une ligne budgétaire pour le financement de la structure. 10 projets du programme $1000 to Impact ont eu la chance d'être sélectionnés. La cible de ce financement, 10 communautés en dehors de la capitale économique du Bénin, Cotonou. Je suis notamment fier de notre coopération avec les 5 associations d'alumni des programmes du gouvernement américain. Avec leur engagement, nous avons investi plus de $100 000 cette année dans des projets qui profitent aux entrepreneurs, aux journalistes et à des centaines de jeunes béninois et béninoises sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont des projets où ces alumni ont partagé leurs expériences aux États-Unis avec leurs compatriotes.
Des projets qui seront pilotés par les anciens boursiers des programmes d'échange aux États-Unis. Les projets doivent être menés exclusivement en milieu rural et ces projets doivent permettre donc de capaciter les populations, des jeunes et des femmes en milieu rural pour leur permettre à leur tour d'être des agents de changement. Ces projets, vous aurez l'occasion de vous rendre compte, sont dans différents domaines d'intervention, donc des spécialités de ces alumni-là. Et ils partent du domaine de l'environnement, la capacitation des jeunes et des femmes à travers le sport. Et donc, c'est ce qui est extraordinaire dans ce projet. 1 000 $, ce n'est pas beaucoup, mais ces projets sont des projets à fort impact communautaire et c'est la raison pour laquelle USBY est très honoré donc d'accompagner ces différentes initiatives. Ce projet qui vise le bien-être des communautés à la base vient rejoindre de nombreux autres financés par l'ambassade des États-Unis près le Bénin, très active dans le domaine de l'appui aux populations les plus démunies. Plus de 24 heures après une double attaque contre des camps militaires dans le centre du Mali, un bataillon de l'armée malienne sous commandement de la force conjointe du G5 Sahel a tenté ce mardi de reprendre des positions tombées sous le contrôle de djihadistes. Durant cette opération, l'aviation appuie les forces terrestres selon des sources sécuritaires qui précisent que les renforts étaient partis de Mondoro. Située à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, la position de Boulkessi du bataillon malien de la force conjointe du G5 Sahel a été attaquée ce lundi à l'aube par des éléments présumés du groupe terroriste Ansarul Islam. Les assaillants, qui disposaient de véhicules équipés d'armes lourdes, ont attaqué pratiquement au même moment le détachement de l'armée malienne à Mondoro, à une centaine de kilomètres de Boulkessi. Après cette double attaque survenue ce lundi, l'armée malienne n'avait toujours pas dans l'après-midi de ce mardi annoncé de bilan officiel. Mais selon des sources locales, 2 civils ont été tués par balle à Boulkessi. Le sort de plusieurs soldats était également incertain ce mardi après les attaques djihadistes de la veille. En effet, les militaires maliens se sont repliés, il n'y a pas eu de combat et les présumés djihadistes étaient repartis avec un important lot de matériel militaire et roulant. Les membres du gouvernement congolais ont jusqu'au 6 octobre prochain pour déposer à la Cour constitutionnelle la liste de leurs patrimoines familiaux. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre Sylvestre Ilunga Elunkaba dans sa communication faite lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue le 27 septembre dernier à Kinshasa. Et pour montrer l'exemple, il s'est rendu ce lundi à la Cour constitutionnelle pour faire la déclaration de son patrimoine familial. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la haute juridiction la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations et autres valeurs, stipule la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement en son article 99. À cette date, celui qui n'aura pas fait la déclaration de patrimoine familial devra être poursuivi par la justice avec possibilité de perdre son mandat, explique un ancien juge de la Cour constitutionnelle qui assure avoir recensé plusieurs personnes qui n'ont jamais fait de déclaration ni à l'entrée en fonction ni à la fin du mandat et qui n'ont jamais été inquiétés. Je suis venu présenter le projet au président du Conseil économique et social du Bénin pour demander au Bénin de participer à cet événement assez important parce que je crois que la coopération italo-africaine est très importante par rapport au fait que le tissu économique et commercial italien est beaucoup voisin à celui africain parce que l'Italie c'est le pays des petites et moyennes entreprises, c'est des PME, des PMI et on sait très bien que nos pays ont une économie qui est liée aussi aux petites et moyennes entreprises. Donc on a pensé justement renforcer cette relation économique et commerciale entre l'Italie et ici le Bénin. Parce que je crois que le Bénin est un pays qui est en train de grandir, il y a une économie qui est en train de partir très fort, il y a un gouvernement qui a une vision de développement. Et je crois que l'Italie peut être un pays qui peut apporter beaucoup à tout ce qui est projet politique de développement du pays Bénin. Voilà. Il a été non seulement courtois, mais disponible.
Il a dit qu'il va tout faire pour être là. Et s'il n'arrive pas à venir, il va sûrement organiser une délégation. Et avec le CONEP, ils vont travailler à organiser un groupe de travail qui va nous permettre de définir qui peut participer à cet événement. Donc je pense qu'on a sorti avec quelque chose de positif. Il s'agit d'un des coups les plus durs essuyés depuis des mois par l'armée malienne, mais aussi par la force des pays du G5 Sahel. Au moins 25 soldats maliens relevant de l'un des bataillons de la force du G5 Sahel ont été tués lors d'intenses combats lundi et mardi pour le contrôle de 2 camps militaires attaqués dans le centre du pays par les djihadistes. Outre les soldats tués, 4 ont été blessés et évacués. Du côté des terroristes, au moins 15 personnes ont été tuées et 5 véhicules détruits par les frappes aériennes. À travers un communiqué, le gouvernement malien a indiqué qu'une 60aine de soldats maliens sont également portés disparus et l'armée a essuyé de lourdes pertes en matériel. Tout a commencé lundi lorsque des éléments appartenant au groupe djihadiste Ansarul Islam ont lancé une offensive contre le bataillon malien de la force G5 à Bolkessi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Au même moment, le détachement de l'armée malienne à Mondoro a été aussi attaqué. Mardi, de lourds moyens, y compris aériens et des forces spéciales, ont été engagés et l'armée malienne est parvenue à reprendre et conserver le contrôle des positions attaquées à Bolkessi et à Mondoro. Selon le gouvernement, les combats se sont poursuivis ce mercredi et une opération d'envergure des forces maliennes, mais aussi burkinabé appuyée par la force française Barkhane, a été initiée pour neutraliser les assaillants. Le président nigérien Muhammadu Buhari, en visite en Afrique du Sud, un mois après la dernière vague de violences xénophobes, a exigé ce jeudi le renforcement et l'application des mesures de sécurité nécessaires à la protection des étrangers dans ce pays. Nous avons décidé de travailler ensemble et de prendre des mesures concrètes pour empêcher que de tels incidents inacceptables ne se reproduisent à l'avenir. Le chef de l'État sud-africain a de son côté une nouvelle fois exprimé ses vifs regrets pour la violence qui a visé des étrangers dans certaines parties du pays. Condamnant toutes les formes d'intolérance, Cyril Ramaphosa a indiqué que son administration n'hésitera pas à agir contre toute forme de violence. South Africa, we have expressed our deep regret at the events. Nous avons exprimé notre profond regret pour les événements de ces dernières semaines qui se sont manifestés par des attaques dirigées contre des ressortissants étrangers et notre condamnation de toute forme d'intolérance et d'actes de violence reste très ferme. Acts of violence remains very, very firm. An end to these, we've agreed that we are going to set up mechanisms between our two. Nous avons convenu de mettre en place des mécanismes entre nos deux pays. Tous les mécanismes d'alerte seront établis de façon à ce que, en cas d'agitation dans les deux camps, nous serons en mesure de nous informer mutuellement pour trouver des moyens actifs de nous assurer qu'il n'y aura plus de récidive. Le mois dernier, des centaines de commerces et de biens appartenant à des étrangers ont été saccagés et incendiés, principalement à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Ces troubles ont causé la mort d'au moins 12 personnes et de vives tensions entre Pretoria et Abuja, les deux principales puissances du continent. L'Afrique du Sud, qui accueille des millions de migrants, est le théâtre régulier de violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage, la pauvreté et des inégalités criades.